Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Vision Channel Africa. Vous regardez Invité spécial, c'est une nouvelle édition aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au ministère des Affaires extérieures et de la coopération italienne. Nous avons le plaisir d'accueillir le vice-ministre chargé donc des relations extérieures et de la coopération de la République italienne. Il s'appelle Mario Giro. Monsieur le ministre, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Voilà. Monsieur le ministre, je vais juste rappeler comme ça à nos téléspectateurs que vous êtes né en 1958 ici à Rome. À l'âge de 17 ans, en 1975, vous êtes entré dans la grande communauté de Sant'Eligio qui n'avait que quelques années d'existence parce qu'elle est née, elle a été fondée en 68 par un jeune de moins de 20 ans. Et très jeune aussi, vous avez rejoint ce mouvement qui vous a tour à tour porté. Déjà en 89, vous étiez en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Vous avez fait... Il faut visiter votre page de Facebook pour se rendre compte que vous êtes un globe-trotteur. En effet, vous connaissez peut-être mieux l'Afrique que certains Africains. Quelqu'un le dit. Voilà. Donc, voilà, vous avez été en Algérie, vous avez été au Kosovo, vous avez été en RDC, au Burundi, au Libéria, au Togo, dans plusieurs autres pays encore, parce que la liste n'est pas exhaustive. Et vous étiez là-bas en tant que médiateur de la paix. Ça veut dire que vous êtes très bien imprégné, très bien... vous avez été trempé pendant longtemps dans ces problèmes de paix là en Afrique. Voilà, Monsieur le ministre, aujourd'hui donc... en vous remerciant une fois de plus pour le temps que vous nous accordez, nous allons parler d'économie. Je voudrais qu'on parle, par exemple, des accords de partenariat économique entre l'Afrique et l'Europe. Voilà. Oui. Moi, je pense qu'il faut dépasser une vision un peu étroite entre l'Europe et l'Afrique. Il faut que l'Europe et l'Afrique se traitent mutuellement avec respect comme des continents comme les autres. Il faut sortir d'une certaine relation spéciale qui est un peu ambiguë parce que chacun lit ce spécial d'une autre manière. J'arriverais même à dire qu'il ne faut pas nous aimer, il ne faut pas nous haïr, il faut que nous nous respections. Point. Je pense que l'Afrique doit produire en termes économiques, doit devenir un continent de production. Je pense d'ailleurs que le secteur économique, globalement parlant, sur lequel l'Afrique peut dire beaucoup, c'est l'agrobusiness. Parce que l'Afrique est encore le continent où il y a une terre cultivable libre, 200 millions d'hectares, à part les forêts, bien sûr, qu'il faut préserver. Et que les Européens doivent se rendre compte qu'une bonne partie de la production agricole mondiale doit passer par l'Afrique. Donc il faut que nous donnions aux Africains la possibilité d'avoir tout le know-how nécessaire pour produire, pas pour exporter des matières premières. Et cela, en ce sens, je pense qu'entre l'Afrique et l'Europe, doit y avoir un traité de commerce et de production semblable à ce que nous avons, ou nous voudrions faire avec l'Amérique latine, par exemple, ou avec Mercosur, ou avec l'Asie, ou avec les États-Unis. C'est la même chose. Voilà. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Monsieur le ministre, on se rend compte, par exemple, que l'Europe aujourd'hui en général est plongée dans une crise. Et c'est une crise qui est évidente. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On se rend compte qu'en tête, nous avons l'Allemagne qui a plus de 3500 milliards de PIB. Et on se rend compte que ce chiffre-là correspond plus ou moins à la dette aussi. Si. Est-ce qu'en signant les accords APE, est-ce que ce n'est pas une échappatoire, disons ça, pour l'économie européenne? Je pense qu'un peu de dette, ce n'est pas très mauvais. Je pense, vous savez, aux États-Unis, si vous ouvrez un compte et vous allez habiter aux États-Unis, il faut que vous ayez une dette, parce qu'une dette, ça veut dire que vous rentrez dans le circuit économique. C'est un peu étrange, mais c'est leur manière de voir les choses. Le problème, c'est être solvable. Alors, le problème avec l'Italie, c'est que nous avons une grosse dette, mais parfois les marchés pensent que nous ne sommes pas immédiatement solvables, alors que nous le sommes. Parce que l'Europe, même si elle a une forte dette interne, a une richesse tellement sédimentée qu'elle est solvable. Donc, et c'est cela qu'il faut que se passe aussi en Afrique.
tous les plans d'ajustement structuraux ou structurels dont on a obligé l'Afrique à ne pas dépenser dans le welfare, c'est-à-dire dans la santé publique, dans l'éducation publique, sont basés sur le fait qu'on ne pense pas que l'Afrique soit solvable. Mais il y a des pays qui émettent des bonds, c'est-à-dire des actions souveraines, comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, mais aussi d'autres pays, qui sont solvables sur le marché. Donc moi je pense qu'il faut aussi dépasser ce regard un peu spécial qu'on a sur l'Afrique et considérer le fait qu'avec la richesse qu'a l'Afrique en termes de gisement, même si l'Afrique ne doit pas être considérée par nous comme un gisement à ciel ouvert, mais si on considère les données économiques, l'Afrique est solvable. Donc, Monsieur le ministre, par exemple, quand on revient sur ces accords, on se rend compte que ce n'est pas très encourageant, disons, pour le producteur. C'est pour ça que je dis qu'il faut dépasser. Voilà, le producteur peut-être disons, de poulet au Cameroun qui décide de vendre son poulet, par exemple, à 3500 francs CFA, ce n'est même pas encore 10 euros pour un poulet bio, disons ça comme ça, oui. Et qui voit le marché submergé tout de suite par le surgelé qui vient d'Europe. Quand le marché est submergé, ça veut dire que les prix vont chuter et le producteur local ne sera plus en mesure de. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument laisser sa part à l'Afrique dans le sens d'un échange, parce que nous avons, de toute façon, les producteurs agricoles européens n'arriveront jamais, nous sommes déjà saturés, n'arriverons jamais à nourrir la planète. L'Afrique pourra le faire. Donc, il n'y a pas de futur en cela. C'est un dumping qu'il faut dépasser. Monsieur le ministre, maintenant, parlons un peu de finances. Vous avez été en Afrique centrale, vous avez été en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces pays-là, de par la monnaie qu'ils utilisent, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore 16 pays en Afrique qui utilisent une monnaie qui a été, on devait dire, qui relève de l'époque coloniale. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Moi, je suis partisan du franc CFA. Parce que même si l'histoire du franc CFA est une autre histoire, une vieille histoire, comme vous le dites, aujourd'hui, le franc CFA, c'est-à-dire une monnaie unique divisée en deux parties du territoire africain, est une forme de rassurance pour les marchés. Regardez ce qui se passe avec les monnaies des pays qui ne sont pas... Le naira nigérien, par exemple. Le naira nigérien est en tout le temps... n'est pas une devise considérée du point de vue monétaire et financier dans le marché international. Bien sûr. Mais les règles sont fixées par les autres, monsieur le ministre. Bien sûr, mais c'est la même chose que nous avons eu avec la lire. Et nous avons laissé la lire à cause de ça, et les Allemands ont laissé le Deutschmark à cause de ça. Et nous avons créé une intégration qui continue, qui est difficile, hein, parce que pas tout le monde est d'accord, pas tout le monde est tout le temps d'accord. Vous voyez aussi qu'il y a des gens qui veulent sortir de l'euro en Europe, non? Parce que les prix augmentent, c'est la même chose qu'on dit en Afrique. Parce que les prix augmentent. Mais les prix, en quelque sorte, doivent augmenter, même les salaires doivent augmenter, parce que c'est la seule façon de créer un réel développement. Mais pourquoi les moyens de pression, est-ce que l'Europe ne dispose donc pas de moyens de pression, vu que c'est une monnaie qui malheureusement est fabriquée en Europe? C'est pas l'Africain qui décide exactement de... C'est une question symbolique que vous mettez au milieu d'une question monétaire. Non? L'Europe, quel moyen de pression a sur le franc CFA? Je veux dire, on se rend compte symboliquement, vous pouvez avoir l'impression que l'Europe a, mais le seul intérêt de l'Europe, du moment que la France-Afrique est dépassée, parce que, qu'est-ce que c'était la France-Afrique? Partons de l'origine du franc CFA. Le franc CFA, c'était la monnaie de l'Afrique française. Après les indépendances, on a commencé à parler de France-Afrique. France-Afrique, c'était la possibilité pour le leadership de Paris, d'influencer le leadership dans les capitales africaines. Ça, c'était la France-Afrique. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Reste disons, un même espace économico-stratégique. Et donc, que Bolloré, pour faire un exemple toujours franco-africain, et ses intérêts en Afrique, c'est de bonne guerre.
Le problème, c'est que les autres arrivent aussi, vous voyez, et là, il y aura toujours compétition. Et les Africains aussi participeront à cette compétition. Mais ce n'est pas... Quand on regarde aujourd'hui les données, monsieur le ministre, ce n'est pas égal. Par exemple, vous avez cité un nom, Bolloré, qui a pratiquement tous les ports de l'Afrique centrale. Il est actif à Douala, par exemple. Oui, il est actif en Afrique de l'Ouest également. Mais il est en compétition avec les Asiatiques, avec ceux qui savent faire la logistique de la même qualité que fait Bolloré. Mais monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas plus une décision de Paris si Bolloré est là? C'est une décision dans le marché, d'une compétition dans le marché. Donc il faut diviser la question symbolique d'autrefois avec la question économique d'aujourd'hui. Mais la question économique, justement, aujourd'hui, monsieur le ministre, on se rend compte que ce n'est pas très facile. Quand la monnaie, c'est fixé, les règles sont fixées ailleurs, c'est même fabriqué ailleurs. C'est la même chose que disent nos compatriotes ici qui sont contre l'euro. Ah, tout est fixé à Bruxelles. Mais bien sûr, il faut des règles communes, il faut des lieux où les choses créent des espaces économiques semblables. C'est quand même en Europe que c'est décidé, parce que de toutes les façons, Bruxelles, c'est vrai que c'est la capitale, on va dire la capitale européenne actuelle, ce sont les Européens. Mais la chamalière, c'est pas à côté de Banjul, par exemple, qui est au Cameroun, ou bien de Lomé, qui est au Togo. Encore, vous faites un discours symbolique, c'est la même chose que disent nos anti-euros ici. C'est les étrangers qui décident pour nous. Mais le marché est totalement étranger à quiconque. Mais monsieur, est-ce que vous trouvez normal donc que la monnaie, par exemple, soit fabriquée en Europe et que le franc CFA, le ZAF, XAF... Comme disait Deng Xiaoping en Chine, c'est pas important si le chat est noir ou blanc, l'important c'est qu'il attrape la souris. Voilà. Okay? Mais la souris ne réussit pas. Monsieur le ministre, par exemple, où vous fabriquez votre monnaie. Même l'euro n'est pas fabriqué en Italie. Je comprends très bien, monsieur le ministre. Mais par exemple, l'interchangeabilité de cette monnaie, le XAF, ZAF de l'Afrique centrale, qui n'est pas pour passer aux offres de l'Afrique de l'Ouest, XOF, il faut changer, il faut passer par l'euro et ça entraîne des commissions. Et quand on va passer, on va changer, rentrer de l'autre côté, ça entraîne entre les deux zones. Alors là, vous allez dans l'autre sens. Vous voulez retourner à une seule monnaie, Afrique centrale et Afrique occidentale, une seule monnaie unique. Là, je suis d'accord. Mais là, ça va dans l'autre sens. Mais pas forcément. On peut ne pas l'appeler toujours français, monsieur le ministre. Vous pouvez changer le nom. L'important, c'est d'avoir une monnaie unique qui permette un échange économique. Voilà. Donc, monsieur le ministre, maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de la question sécuritaire, de la question militaire. On se rend compte, quand on fait un peu le tour du monde, c'est que ceux qui apportent la paix, ceux qui veulent, qui disent apporter la paix, sont par exemple les plus grands vendeurs d'armes. Est-ce que vous trouvez cela normal? Parce que par exemple, quand on voit, on est au Kosovo, on voit il y a des mines de diamants pas loin de là et tout le reste, on est peut-être au Rwanda dans les années où il y avait la guerre et actuellement même qu'il y a encore des affrontements avec. Je suis d'accord avec vous. On ne fabrique pas d'armes là-bas, mais les armes sont toujours en train d'arriver, elles sont neuves et tout ça est financé. Oui. Est-ce que traditionnellement il y a des pays qui fabriquent des armes depuis des siècles, qui sont plus ou moins toujours les mêmes, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Ce sont toujours les mêmes. C'est la tradition. Et je suis d'accord avec vous, le marché d'armement est un marché qui devrait être contrôlé. Malheureusement, nous sommes en temps de prolifération. Vous voyez que tout le monde se réarme. En Amérique latine, par exemple, pour parler d'un espace qui n'est ni l'Europe, ni l'Afrique, ni l'Asie, en Amérique latine, il y a eu une augmentation énorme. Pourquoi? On se poserait la question. C'est un continent de paix. Les guerres ont totalement terminé en Amérique latine et centrale. C'est le seul espace où il n'y a pas de guerre en ce moment, du Mexique jusqu'à la Terre du Feu. Mais on se réarme. Ça dépend aussi du climat que nous vivons dans la globalisation. Tout est très tendu. Regardez ce qui se passe autour de la Corée du Nord. L'Italie est un producteur d'armes légères, surtout. Et nous avons des lois très strictes sur ça. Mais moi, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait reprendre le discours aux Nations Unies, soit sur les armes légères, que sur les armes lourdes, que sur les armes nucléaires, pour un désarmement mondial. Malheureusement, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes plus là.
nous avons eu un stop. Ce stop, moi je pense, est dû disons, au tournant du siècle, 2003, la guerre en Irak. Vous vous rappelez, avant la guerre, que Bush Jr., Blair et même Berlusconi ont voulu à l'époque, avaient été précédés par une immense vague de pacifisme. Il y a eu la plus grande manifestation mondiale et globale. Plus de 60 villes, 1 million de personnes à Londres, on n'avait jamais vu ça, contre la guerre. Et là, il y a eu une grande traîtrise. On n'a pas écouté cette voix qui venait du profond. Et aujourd'hui, le pacifisme est en recul. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est un véritable problème parce que notamment, Monsieur le ministre, on se rend compte que dans les pays que j'ai cités, par exemple tout à l'heure, s'il y a la guerre, c'est qu'à côté, il y a des grosses entreprises qui sont en train d'extraire les matières premières. Oui, mais moi mon véritable métier est la médiation, vous l'avez dit. J'ai vu de près plus de 20 conflits, j'ai parlé avec des chefs de guerre, même avec les plus méchants, même avec Joseph Kony, par exemple, j'ai eu à discuter avec lui. Et je peux vous dire que ni les armes, ni l'intérêt économique est le premier déclic, mais c'est la décision humaine. Nous ne devons pas penser qu'une guerre naît à cause de phénomènes objectifs. Sinon, c'est une manière de nier la volonté humaine. C'est-à-dire que nous sommes totalement impuissants devant ce qui se passe. Comme lorsqu'on dit qu'en Afrique, il y a trop de jeunes, donc c'est dangereux, donc il y aura une guerre. C'est faux. Ou dans un pays, il y a trop de pauvres, donc il y aura une guerre. Ou dans un pays, il y a le pétrole, donc il y aura une guerre. Ou le cacao, il y aura une guerre. Et les diamants, il y aura une guerre. Ce mécanisme automatique qui est une façon de se déresponsabiliser. La guerre est toujours une décision humaine. En premier lieu, la guerre est toujours une décision humaine. Mais le problème, c'est qu'on déplore, par exemple, l'hypocrisie de ces entreprises-là qui viennent profiter de ces situations-là, justement. Parce que le coltan, par exemple, qui est dans tout... Vous avez raison, mais j'insiste, la guerre est une décision humaine. Sinon, on n'aurait pas eu le Rwanda. Le Rwanda est l'exemple d'un génocide fait à l'arme blanche. Vous voulez enlever tous les coupes-coupes d'Afrique ? Il n'y a pas eu un seul pistolet au Rwanda, un seul fusil. Il n'y avait que des coupes-coupes, que des machettes. Et on a fait combien de morts? 1 million. La guerre est toujours une décision humaine. Voilà, Monsieur le ministre, et voilà, ces guerres-là nous conduisent sur l'autre point, un autre point sur lequel je voudrais qu'on débatte aujourd'hui, le point de vue humanitaire, parce que justement ces guerres entraînent un mouvement vaste de population. Et l'Italie sait de quoi je parle. L'Italie sait très bien de quoi je parle quand on voit ces milliers de personnes qui arrivent parfois privées de vie, donc déjà mortes, sur les côtes italiennes. Le problème, c'est que, Monsieur le ministre, on se rend compte que les réfugiés sont d'abord accueillis par les pays voisins, comme je prends l'exemple sur mon pays, le Cameroun, où nous accueillons ceux qui viennent de la RCA, ceux qui sont venus du Nigeria, et parfois quand ça bouge, de toute façon, quand ça bouge à côté, nous sommes les premiers accueillis. Mais pourquoi tout ce, comment dire, on va dire tapage médiatique autour des immigrés qui arrivent en Europe? C'est pas comme si c'était leur première décision. Les Européens ont peur parce qu'ils sentent d'être en crise démographique et ils sentent, surtout l'extrême droite, parle de substitution ethnique. C'est ça qui crée, disons, la possibilité pour les entrepreneurs de la peur et de l'alarmisme de créer ces phénomènes auxquels moi je ne crois pas. Moi je ne suis pas obsédé par la migration, vous le savez très bien, au contraire. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que l'Afrique saigne et perde tous ces jeunes. Il faut que ces jeunes restent en Afrique pour construire et bâtir l'Afrique. Mais je ne le dis pas en termes rhétoriques. Je le dis en termes de production. Je retourne à la première question que vous m'avez posée. L'Afrique doit produire. Et les jeunes Africains sont en mesure de devenir tous des entrepreneurs d'eux-mêmes et pour leur pays. Ça doit être clair. Naturellement, il faut travailler beaucoup pour ça. Alors, le Cameroun est un bon exemple parce que le Cameroun accueille depuis toujours des réfugiés, par exemple maintenant de la RCA, sans faire tomber dans la victimisation. Mais il y a beaucoup de pays, même en Afrique, pensez à l'Afrique du Sud, qui chassent les ressortissants, par exemple du Mozambique. Le Nigeria l'avait fait dans le temps.
On a vu des images et tout le temps ça se passe. Il y a des boat people aussi qui partent vers le Gabon, vers d'autres. C'est-à-dire le phénomène, on va chercher le travail là où il y en a et l'argent là où il y a plus de possibilités, est un phénomène très diffus. Et vous allez voir que le véritable problème va être l'Asie. Parce que là, il y a vraiment les masses qui bougeront. En ce qui concerne ce qui s'est passé avec l'Italie et l'Europe en ces dernières années, moi je pense que, bon, il y a une partie de réfugiés, donc les réfugiés sont couverts par les conventions internationales et on doit les protéger, ça c'est une autre chose, mais les migrants, ce que le président Macron appelle les migrants économiques, catégorie dans laquelle je ferai des différences, parce qu'il y a beaucoup de migrants, soi-disant économiques, qui sont des migrants de l'environnement, hein, parce que si vous allez voir ce qui se passe avec El Niño, par exemple dans la Corne d'Afrique, ce n'est plus possible de vivre dans certaines zones, parce qu'il y a des désertifications, sans parler du Sahel. Les migrants économiques sont différents de ceux que étaient les migrants d'autrefois, même en Afrique. Donc autrefois en Afrique, le village se mettait ensemble, la grande famille se mettait ensemble, et les vieux, les anciens, désignaient un jeune, tu pars pour l'Europe et tu lui renvoies l'argent. Et il y avait une responsabilisation de ce jeune qui sentait le poids et la pression du milieu pour envoyer des remises à la maison, qui sont toujours mieux que l'aide au développement, parce que les remises arrivent directes. Et justement, parlant de ces remises, aujourd'hui, c'est différent. De l'aide au développement. Oui, mais attendez, je n'ai pas terminé. Aujourd'hui, c'est différent. C'est les jeunes qui se trouvent seuls parce que la famille africaine n'a pas tenu, comme la famille européenne, devant la globalisation. Et ils se trouvent seuls dans les buvettes d'Abidjan ou de Kinshasa ou de Lagos et décident seuls, contre même l'avis de leur famille, d'émigrer. C'est la grande aventure. Parce qu'ils sentent, c'est un changement anthropologique, que le droit de bouger est un droit humain qui doit leur être octroyé. Ils le sentent profondément. L'argent bouge, les marchandises bougent, les hommes aussi bougent avec. Alors tout a changé, tout a changé. Donc, Monsieur le ministre, quand vous parlez, je parlais tout à l'heure de l'aide publique au développement, qui est nettement inférieure aux remises. C'est pour ça que l'Italie a demandé l'External Investment Plan, c'est-à-dire le grand plan d'investissement qui, par des garanties compliquée et financière, permet à l'argent privé d'investir en Afrique. Et c'est une manière, si vous allez regarder les chiffres, c'est une manière de rejoindre les remises. Parce que sur la base de l'aide au développement, on ajoute les investissements et on ira au même niveau. Et ça, c'est la chose importante, parce que ça change la donne, ça change aussi la mentalité. C'est de l'argent privé qui veut du retour et qui s'installe en Afrique, particulièrement avec les petites et moyennes entreprises, et crée du know-how local. Il faut que l'Afrique produise. Je répète jusqu'à la fatigue, il faut que l'Afrique devienne un partenaire dans la production. Et je pense que cet instrument que l'Italie a voulu et que l'Europe, après des difficultés, après 1 an et demi de discussion, vous voyez comment c'est lent en Europe, a accepté, et les Allemands maintenant l'ont fait propre, et ils sont d'accord avec nous, et ensemble on travaille, et même les Français, c'est un changement total de vision de l'Afrique et de notre partenariat. Inutile de faire de la rhétorique, partenaire d'égal à égal, si on ne passe pas par la base. Par les actes. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous êtes sur Vision Channel Africa. Vous regardez l'invité spécial. Nous tendons vers la fin de cette édition où nous avons l'honneur d'être reçus ici par le vice-ministre des Affaires extérieures de la République italienne. Monsieur le ministre, nous abordons la dernière question. Voilà, un reportage de France 24 que nous avons regardé nous a fait état d'un financement de la part de l'Italie en Libye. Parce qu'il faut le noter, dans la ville de Sabrata, voilà, c'est la capitale des passeurs. On dit, le reportage nous informe que 5 millions d'euros chaque mois sont envoyés en Libye pour empêcher aux migrants d'arriver ici en Italie. Nous n'envoyons pas d'argent liquide, nous envoyons des aides concrètes. Sabrata nous a demandé un hôpital. Nous a demandé des moyens pour changer la donne économique. Pendant au moins 1 an et demi, en Libye, on a vécu à travers les trafics. Toute l'activité économique, et l'État même, a été détruit. Toute activité économique a été détruite en Libye, et donc on est passé au trafic, de tout genre, jusqu'au trafic d'êtres humains. C'est une nouvelle forme de traite.
Et nous sommes en train d'expliquer aux Libyens, ce qui n'est pas facile parce qu'ils sont divisés en 150 milices, nord, sud, ouest, est, etc. Nous, on a tendance à penser qu'il n'y a que Serraj et Haftar, c'est faux, il y en a 150. De retourner à une économie viable. Et nous essayons de leur donner les moyens pour une économie viable. J'ai vu la liste des choses qu'ils nous ont demandé. Écoles, moyens de production, petites et moyennes entreprises, hôpitaux. Il faut que la Libye retourne à être un État. On ne vit pas bien avec un État failli, vous savez. C'est vrai, la paix est une condition, la condition sine qua non pour un développement économique. Et l'État, si je peux me permettre, le cadre de l'État, le lieu de connexion d'intérêt entre Afrique et Europe sur la question des migrants passe à travers la tenue de l'État. On a tous compris finalement que des États fragiles ou des États qui tendent à faillir, c'est un danger pour nous et pour les Africains. Au même titre, où peuvent s'engouffrer, à l'intérieur desquels peuvent s'engouffrer d'autres pouvoirs obscurs, comme les terrorismes, le djihadisme, les trafiquants de tout type, etc. Et eux, la mauvaise globalisation a une grande difficulté et une grande facilité, de se globaliser. Tandis que les États entre eux ont toujours des difficultés à dialoguer. Il faut aller au-delà de ça. Moi, je ne veux pas une deuxième Libye en Afrique. Déjà, on a un Nord-Mali qui n'est pas vraiment stable. Voilà. Il faut que le Niger, le Burkina, la Mauritanie, le Tchad et tout ce qui vient avec soient des États forts, stables. Les institutions, c'est fondamental. Après, on parlera du reste. Mais s'il n'y a pas un État et des institutions crédibles, avec qui on parlera ? Voilà. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que l'Italie ne donne pas de l'argent liquide. Pourtant, c'est ce que nous a dit dans le reportage le journaliste Lorenzo Cremonese. Oui, il y a beaucoup qui le disent. Il y a beaucoup qui le disent dans le sens qu'une personne n'a les preuves, mais on dit « Ah, vous donnez de l'argent aux trafiquants ». Non, nous on donne de l'aide concrète. Et est-ce que, parce que justement quand ils disent que vous donnez aux trafiquants, c'est lourd comme accusation, parce que justement ça veut dire financer en quelque sorte cette crise humaine-là qui est en train de s'y passer. On a vu oui, c'est la même question. Des Noirs qui étaient vendus carrément et tout le reste. Oui, c'est la même chose. Justement, c'est pour arrêter ça. Parce que nous sommes contre la traite. Est-ce que vous avez des moyens de contrôle? Nous sommes sur le terrain, nous sommes les seuls sur le terrain. Depuis 4 ans, nous sommes pratiquement les seuls sur le terrain. Et l'Europe ne vous accompagne pas? Vous le savez très bien que l'Europe a des difficultés à nous accompagner. Parce qu'il y a la peur des migrations. Vous savez, c'est comme que lorsqu'on dit aux missionnaires qui libèrent les esclaves dans les zones où ils existent encore, par exemple dans le Golfe, dans certaines zones du Soudan, etc., on leur dit « Mais toi, tu payes le trafiquant pour libérer l'esclave, non ?» Alors, c'est une manière de de financer le trafiquant. Et l'autre répond « Eh oui, mais comme ça, je ne libérerai jamais. » Non? C'est la même chose, ça tourne en rond. Nous voulons une chose, changer la donne économique en Libye. Le pétrole a toujours continué à marcher. Ce n'est pas une question de pétrole, c'est le reste. Il y avait plus que 6000 entreprises italiennes en Libye. La Libye était un pays où il y avait des immigrés africains parce qu'il y avait du travail. Or, ils sont tombés dans l'économie de la traite. Une économie de la traite modernisée. Nous essayons de les convaincre qu'on ne peut pas être un acteur international ni national si on fait dans l'économie de la traite d'un côté. Et de l'autre côté, qu'il faut trouver d'autres moyens de production et de richesse, de développement. C'est la seule manière pour convaincre les Libyens à sortir de leur trou. Et à nous tous, en première, surtout les pays africains qui sont au sud et qui ont subi l'impact plus fort, et nous aussi au nord, de sortir de cette ornière dans laquelle nous sommes tombés lorsque la Libye a été détruite par une guerre qui ne devait pas être faite. Qui a été faite par la France. Pour des raisons internes. Toute guerre faite pour des raisons internes. Je dois vous remercier. Merci, monsieur le ministre. C'est moi justement qui vous remercie pour cet entretien que vous nous avez accordé. J'aurais bien voulu que vous donniez un mot à la jeunesse africaine qui se trouve en Italie. Moi, je compte beaucoup sur la jeunesse africaine. J'ai fait une rencontre avec la diaspora.
africaine ici, il faut qu'il devienne un sujet politique en Europe, qui se fasse entendre. C'est le message que je leur ai porté. Et je pense que, à travers le fait de les avoir intégrés dans la nouvelle loi de coopération, comme sujet de coopération, acteur de coopération, c'est un premier pas en ce sens. Voilà. Monsieur le ministre, je vais rester sur vos mots de tout à l'heure. L'Afrique doit produire. Et vous avez dit les Africains, les jeunes Africains doivent être des acteurs politique dans la coopération. C'est sur ce message que nous vous laissons, très chers amis, très chers téléspectateurs de Vision Channel Africa. Merci d'avoir regardé cette édition de l'invité spécial. Nous espérons vous retrouver très très prochainement sur les mêmes canaux que vous connaissez. À très très bientôt. Merci pour votre attention.